Cet atelier est organisé autour de 3 parties et il y aura un temps d'échange avec le public à la fin de chaque partie. Donc pour la première partie, autour de l'histoire de la destruction des livres et des bibliothèques, nous commençons avec Malcolm Wellesby. Je ne refais pas sa présentation puisque les collègues l'ont déjà fait avant. Merci beaucoup. Plaisir d'être ici. On va aller très vite. On va faire un panorama très rapide. J'essaierai de plutôt faire sortir des idées que tout couvrir parfaitement, parce que ce n'est juste pas possible, même si je vois qu'on m'a octroyé 5 minutes en plus, donc je vais en profiter. Je vais essayer de vous passer par 3 points obligés dans notre vision de l'ensemble. La destruction organisée, la plus connue, la moins intéressante peut-être. La destruction ordinaire, à laquelle déjà Michel a très bien fait référence, mais d'autres aussi, et la destruction ou volontaire, qui sera peut-être la partie un peu plus controversée en effet de ce que je vais vous dire. Alors évidemment, quand on pense destruction, on pense censure, et c'est un peu la tarte à la crème évidente de ce qu'on peut penser sur la destruction du livre. Le livre est détruit parce qu'on s'oppose au message qu'il contient. On ne veut pas que les gens le lisent ou le regardent. C'est quelque chose qui est vrai depuis bien des siècles, qu'une censure s'applique. Elle s'applique dans le domaine évidemment religieux, mais pas uniquement. Elle s'applique depuis le Moyen-Âge. Elle s'applique évidemment aux grands moments de l'histoire où il y a des rencontres d'idées, des moments où religieusement on est en désaccord. Évidemment le moment de la Réforme est pour cela un moment de censure fort, avec des destructions ici, comme vous voyez, de livres, alors que l'on brûle en même temps donc la personne qui les possédait, et vous voyez, on en vient même aux livres volants, tellement la violence de la destruction est censée être fort. La discussion a aussi lieu parce qu'on essaye d'éviter la censure. Ici, une note, alors malheureusement mal reproduite, je suis désolé, donc dans un livre conservé à Autun, qui indique que lorsque le danger s'est fait trop pressant, une famille de protestants a enfoui sa Bible, enfin, sa Bible, oui, non, ce sont les instituts de la religion chrétienne de Calvin, sous terre, dans leur jardin, en espérant pouvoir revenir, le ressortir et le relire. Pour chaque volume ressorti de terre, comme celui-ci, vous imaginez bien des volumes restés au fond des jardins, une archéologie du livre peut-être un peu particulière. Et parfois des histoires rocambolesques, la Bible Far West, aujourd'hui conservée en Angleterre, dont vous voyez les côtés abîmés par la chaleur. La légende dit qu'on l'aurait sorti de France dans un pain énorme qu'on aurait cuisiné avec le livre dans son sein pour éviter donc la destruction religieuse. On essaye aussi de conserver le livre dans des bibliothèques de fortune, des bibliothèques invisibles à ces moments. Un exemple particulièrement agréable dans le fait que les livres ont in fine été sauvés sont ceux d'une bibliothèque espagnole, celle de Barcarota, donc dans l'Extrémadure, qui a vu dans le fond d'une maison un double mur construit pour pouvoir cacher les livres vus comme problématiques, mal sentant de la foi catholique. Et toute une sélection de ces livres ont été préservés et sont aujourd'hui donc consultables avec évidemment des impressions lyonnaises, des impressions françaises. Dans le tas, les Français étaient mal considérés dans le domaine espagnol par rapport à la foi catholique. Cette censure s'applique beaucoup plus largement également. Elle s'applique aussi aux idées. Il ne faut pas oublier que ce grand roi humaniste, François Ier, a aussi cherché à empêcher que les idées qui différaient de ceux du plus grand nombre puissent se diffuser. Pas simplement sur les questions religieuses. Ici, c'est l'interdiction des livres de Pierre de la Ramée ou Petrus Ramus qui avait remis en cause les idées d'Aristote. Ça ne se faisait pas, ça ne s'est pas fait, vu que les livres ont été interdits.
Mais au-delà de ces points de censure, c'est bien sûr les grands moments donc, de conflit auxquels on pense, à l'impact de la réforme, par exemple, la remise en cause d'une doxa dans laquelle la vaste majorité des livres religieux avaient été produits, avec des histoires les plus extraordinaires. Vous trouverez ça dans le nombreux livres consacrés à la destruction des livres, notamment dans The Burning of the Books de Sean Ovenden, donc qui est dans la bibliographie qui accompagne cet événement. Vous trouverez le cas de cette abbaye en Saxe, dans lequel on sait que les livres ont été enlevés de l'abbaye pour permettre de mieux prendre les richesses de l'abbaye puisqu'il pleuvait. Et donc, comme le terrain était boueux, eh bien, on a fait un genre de chemin de livres sur lesquels on pouvait marcher pour avoir meilleur accès à ces richesses. Voilà le livre, donc condamné à simplement à être abîmé et détruit par la boue. Bien sûr aussi, cette dissolution des monastères touche une grande partie du nord de l'Europe, l'Angleterre entre autres, où la destruction des bibliothèques se fait en partie pour des raisons religieuses, mais également justement parce que les livres n'ont plus lieu d'être, n'ont plus d'intérêt, n'ont plus d'utilité. Et cette conception de l'utilité, c'est quelque chose à laquelle on pourra revenir. Et bien sûr, ça touche également la France, avec, je vous laisse lire la citation, des bibliothèques détruites lors des guerres de religion en France, notamment, donc, pas simplement les livres protestants, on en a pu parler, mais les livres catholiques, abîmés, brûlés d'une manière organisée au cours des différentes guerres qui ont déchiré le royaume. Ces destructions, vous les voyez en images dans ces conflits, et les conflits sont une des raisons aussi de la destruction des livres. On les abandonne, comme vous voyez ici, à même le sol pour simplement sauver sa vie. Quel mauvais choix. Vous les voyez ici même ouverts, ce n'est pas à préconiser à ces moments-là. Vous les voyez dans les endroits les plus cachés, derrière les gens en train de mourir. Voilà, vous en avez également en bas ici, et même parfois on laisse le sang des mains couler vers le livre. Franchement, un manque d'égard envers le codex qui est tout à fait choquant. Ce monde de destruction des bibliothèques peut bien sûr être beaucoup plus large, avec des destructions souvent d'ailleurs non ciblées. Dans les guerres, on peut penser à la destruction, par exemple, de la bibliothèque de Washington en 1814 par les Britanniques. J'ai choisi un exemple pour ne pas vous offusquer. Je vais vous offusquer tout à l'heure. Donc, où les Anglais ont simplement brûlé l'ensemble du lieu, y compris la bibliothèque. Mais comme l'a suggéré l'image qui accompagne cette demi-journée, les bibliothèques renaissent en général de leurs cendres, que ce soit la bibliothèque de Washington qui devient The Library of Congress aujourd'hui, ou des grandes bibliothèques comme celle de Strasbourg ou comme celle de Louvain, par deux fois, donc détruites et reconstruites, refaites. Et en fin de compte, ces destructions directes ne sont pas si nombreuses et si destructrices, même si elles ont l'avantage d'être tout à fait frappantes dans leurs images. Et en ça, je vous recommande le livre qui vient de sortir d'Andrew Pettigrew sur Libraries at War, qui montre en fait la position particulière des bibliothèques dans ces guerres. Les guerres sont aussi la destruction de bibliothèques autrement. Pas simplement des livres qui sont dedans, mais également des lieux, du fait qu'on a des collections qui se conservent. C'est le cas dans les spoliations, comme par exemple la grande spoliation de la bibliothèque palantine, conservée à Heidelberg, en partie détruite, mais en grande partie emmenée plutôt au Vatican, dont la restitution ne se fait toujours pas. Également le cas pour les bibliothèques touchées pendant la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, où les Suédois ont de manière systématique donc pris les biens qu'ils trouvaient dans les grandes villes, notamment
en Pologne, en Allemagne du Nord, le long de la mer Baltique, et vous retrouvez ces livres aujourd'hui parfaitement conservés ou dans la bibliothèque d'Uppsala en Suède, où vous pouvez donc aller regarder par exemple la bibliothèque de Copernic. Mais néanmoins, ceci veut dire une destruction qui est la destruction de la bibliothèque physique elle-même. Ces grands moments d'intensité, de destruction, vous les retrouvez également lors des changements de régime. On peut penser à la Révolution française, avec tous ces livres enlevés pas dans les bibliothèques religieuses, avec évidemment un nombre beaucoup plus petit de livres qui se retrouvent in fine dans les collections publiques. La plupart des livres saisis dans ces couvents, dans ces monastères, ne viendront jamais enrichir les fonds patrimoniaux. Ils seront vendus, détruits, donc soumis à l'inintérêt. Voici des paquets de livres empilés après la Révolution russe. Vous vous imaginez que dans de telles conditions, beaucoup de ces livres ne vont pas survivre et ne viendront jamais enrichir une bibliothèque patrimoniale. Donc tout ça, c'est relativement convenu. Je suis passé rapidement dessus. Parlons des choses peut-être plus intéressantes. Parce que le livre, en général, lorsqu'il est détruit, lorsqu'il disparaît, il disparaît non pas parce qu'on le détruit exprès, mais parce qu'il est détruit dans le fait naturel des choses. Il est détruit d'abord par la lecture, comme on a pu le suggérer. La lecture est destructrice parce que quand on aime trop le livre, on le lit, on le relit, on le re-relit, on l'embrasse, on le touche. Les micelles les plus abîmés aujourd'hui sont les micelles qu'on a le plus aimés, ceux qu'on a embrassés, ceux avec lesquels on lisait avec dévotion. Un livre d'heures parfait, dans un état de conservation remarquable, c'est un livre d'heures dont la personne qui le possédait n'utilisait pas, n'avait pas l'intérêt pour ce qu'il portait comme message ou idée ou image. C'était simplement devenu un objet lointain. Cette lecture répétée, elle devient presque synonyme de l'intérêt pour le livre et on le voit dans les représentations d'art. Le livre, quand il est source de contenu, d'intérêt, il est représenté désormais de cette manière, sous la forme d'un livre abîmé par une utilisation intensive. C'est bien sûr aussi une utilisation qui a ses aléas, marques de brûlure, qui vont faire que l'on ne va pas préserver le livre. Tout livre est utilisé jusqu'au moment où il n'est plus utilisable. Or, vous le savez bien, avec des anciens romans que vous avez peut-être à la maison, que vous avez relus, dont la colle se défait au dos, eh bien, à un bout d'un moment, cela devient illisible. Et que fait-on? On le remplace. Or, là, ce n'est pas simplement le lecteur en tant que personne qui apprécie le livre qu'il détruit, c'est le lecteur qui veut le remplacer, qui veut une meilleure édition, qui veut une version plus neuve. Et cette destruction-là, elle est massive et elle est particulièrement dangereuse. Parce qu'une fois que le livre arrive dans cet état, eh bien, il est appelé à disparaître. C'est quelque chose d'ailleurs que l'on peut mettre en avant comme un argument d'intérêt pour le livre. Vous le voyez dans cette série de pubs faite par Penguin au cours des 10 dernières années, où on met en avant non pas le Penguin, le livre dans sa meilleure conservation, mais justement comme un livre qu'on a aimé. Sauf que bien sûr, que se passe-t-il? Eh bien, on le jette et on le remplace. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'espèrent évidemment les vendeurs de livres. C'est leur travail. Le livre, donc, qui n'est pas fait pour endurer, est également un concept qui est développé. Le livre n'a pas forcément vocation à être préservé. Il a même parfois vocation à disparaître. C'est même pensé dans son être même. Ici, vous avez un livre, une méthode pour se préparer à la confession, dont l'intérieur fait de plein de raisons pour lesquelles vous devez vous confesser, en général, était découpé à l'avance. Et comme ça, vous pouviez déchirer, emmener avec vous à la confession et montrer la raison pour laquelle vous deviez vous confesser. Ça permet de varier les plaisirs devant le prêtre.
Donc, évidemment, au fur et à mesure, vous détruisez le livre. Et la plupart des exemplaires qu'on a aujourd'hui sont évidemment incomplets. Et le livre survit extrêmement mal, alors qu'il y a de multiples éditions. Pourquoi? Parce que le livre n'est pas fait pour être conservé. Il n'est pas là pour être préservé. Et on le voit même dans la façon dont on prépare le livre à la lecture, la façon dont on va le relier. Regardez ici un livre relié correctement et ici des livres dont le but est la lecture, mais pas la préservation. Donc ici, vous avez toute une gamme de livres dont le but est simplement l'utilisation et la destruction. La destruction est donc ici programmée, et lorsque le livre survit, il n'a jamais été lu dans son contexte d'origine, mais inséré, comme vous le voyez, par le petit chiffre tout en haut ici dans le coin à droite, dans un recueil qui donc le patrimonialise avec d'autres éléments. Et ce livre, voué à la destruction, vous en trouvez des images aussi dans l'art. Ici, vous avez un de ces magnifiques tableaux néerlandais donc montrant des natures mortes. Et regardez ici, en bas à droite, vous avez sur l'assiette un cornet fabriqué à partir d'un almanach imprimé à Amsterdam. Les almanachs, au bout d'une année, ne servent plus à rien. On les jette, on ne les préserve pas. Ceci répond à la maxime qui est donc que plus un objet est courant, plus il deviendra rare, c'est-à-dire plus un objet est fait pour une utilisation de tous les jours courante, moins il survivra, moins il sera patrimonialisé, plus il sera du coup détruit. Et c'est quelque chose que l'on voit dans le taux de survie des livres, qui doit questionner les livres qui sont censés être les plus lus, ceux qui engendraient le plus grand intérêt, sont ceux qui aujourd'hui survivent le moins bien dans nos collections et qui nous portent parfois à poser un regard totalement faux sur le passé parce qu'on se base sur ce qui est dans les bibliothèques plutôt que ce qui a été produit à l'origine. Ici, vous avez donc des vers que vous avez sans doute eu le temps de lire qui expliquent que l'on produisait bien plus de Rabelais que de Bible. Combien d'exemplaires a-t-on des premières éditions de Rabelais? 1, 2 maximum. Le nombre d'éditions de Rabelais qui sont perdues est énorme, on le sait, et simplement, eh bien, on a quoi à la place? Eh bien, on a ces grandes Bibles, on a ces grands livres de théologie qui, eux, ont été préservés, parce que moins lus, parce que moins utilisés. Et on a la preuve de cela et de comment, en fait, un livre dépasse l'utilisation, il va être mis de côté et détruit par l'inintérêt, au bout d'un moment, ou par le mauvais état du livre, dans des cas de survie de fragments. J'aime beaucoup cet exemple d'Oxford Hall à Norfolk, où ils ont refait la toiture, vous le voyez sur l'image, et dans la toiture, en fait, en rembourrage, un nouveau système donc de conservation d'énergie de l'époque, on avait rembourré avec quoi? Eh bien avec tout ce qui traînait, dont notamment des livres entiers, mais également des tout petits fragments, comme celui-ci, dont on trouve parfaitement l'édition d'origine en le cherchant donc, dans quelques exemplaires qui ont survécu. Et on trouve qu'il s'agit d'un livre d'Amadis de Gaulle de la fin du XVIe siècle. Eh bien, Amadis de Gaulle cesse d'être lu au XVIIe. Qu'allez-vous faire avec des Amadis de Gaulle? Eh bien, vous allez les mettre au grenier, littéralement. Et que va-t-il se passer? Eh bien, ils vont disparaître, non pas simplement du fait des rongeurs, mais du fait qu'on ne s'y intéresse plus. Le désintérêt tue le livre. C'est donc un point important, c'est que la plupart des livres vont disparaître parce qu'on ne souhaite plus les lire, parce qu'on ne souhaite pas les conserver. Et ce désintérêt, vous le trouvez aussi dans les bibliothèques. Les bibliothèques qui sont venues donc faire la base des bibliothèques publiques françaises sont les bibliothèques religieuses qui discriminaient à l'entrée selon la nature du livre. On leur donnait des bibliothèques, ils en vendaient une partie, ils en gardaient l'autre. Cette discrimination a été en fonction de l'intérêt du livre. Encore une fois, l'intérêt des gens, non pas à l'époque où le livre est produit, mais postérieur,
détermine la survie et détermine donc la destruction. Mais la destruction est aussi d'un autre état. Bien sûr, les bibliothèques sont là, mais même Thomas Bodley, le fondateur de la Bodleian à Oxford, dit « Les pamphlets étaient indignes d'être préservés dans sa bibliothèque, telle qu'il la concevait. » Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de livres qui, même lorsque l'on construit une bibliothèque, ne sont pas censés s'y retrouver. Et les bibliothèques sont l'écran dans lequel on détruit le livre. Pas simplement le texte, mais le livre lui-même, le codex lui-même, l'objet. Avec la rotation d'abord des livres, où on va commencer avec des livres qui sont posés, donc, in fine, tranche vers l'extérieur, et que l'on va retourner pour pousser, tels qu'on les connaît aujourd'hui, dos vers l'extérieur, eh bien, lors de cette rotation, tous les éléments sur le livre, les fermoirs, les lacets, les boulons, eh bien, vont gêner, et on va les enlever, on va simplement les jeter. On va également détruire complètement le lieu des bibliothèques. Les bibliothèques, quand on construit une nouvelle, on abandonne les vieilles. On fait quoi avec les meubles? Eh bien, on les vend, on les détruit, on les brûle, ça chauffe bien le bois. C'est vrai, par exemple, pour la bibliothèque de Leyde, donc du début du XVIIe siècle. C'est vrai également pour les grandes bibliothèques en France. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de reconstruire la bibliothèque enchaînée de la Sorbonne. On sait qu'elle existait, mais il reste tellement peu de traces que la bibliothèque est détruite et perdue. C'est également le cas pour les livres eux-mêmes, dont on a procédé au démembrement au cours des siècles. C'est le cas des universitaires. On n'est pas dans le clair. Voilà, Otto Hegge qui, lui, a arraché les pages des différents livres du Moyen-Âge pour en vendre une page ici et là aux bibliothèques pour qu'ils puissent avoir des exemples de manuscrits anciens. C'est également le cas de tous ceux qui ont découpé les images dans les livres avant souvent d'en jeter le reste. La BNF, le Musée de l'Imprimerie de Lyon, la plupart des grandes bibliothèques ont des collections de ce type qu'ils ont reçues avec des images souvent sans indication des éditions dans lesquelles ils sont venus. Ça représente des dizaines, des centaines de milliers d'exemplaires qu'on a détruits simplement pour pouvoir faire des collages d'images. C'est également le cas parfois parce qu'on a besoin de place, un désherbage. Voici des ouvrages désherbés à Barcelone à la fin du 19e et du 20e siècle, dans lequel les éditions du 16e, 17e prenaient trop de place. Et donc, comme on avait besoin d'un bureau, eh bien, on a arraché les pages de titres qu'on a conservées et on a jeté tout le reste du livre. Et il y a aujourd'hui, au bas mot, environ 50 à 60 000 volumes de ce type du 16e, 17e, début 18e siècle qu'on a jetés de cette manière et dont on ne préserve que la page de titre. C'est également le cas que l'on détruit les livres pour aussi en faire d'autres. C'est le cas notamment lorsque on se resserre des éléments de livre pour en constituer d'autres. C'est vrai quand le livre ne sert plus en lui-même. Typiquement à la Réforme, tous les parchemins anciens pouvaient être recyclés. Les livres religieux anciens n'étaient plus utiles et pouvaient servir de clé, de rembourrage dans les reliures. Et depuis, sont souvent enlevés de ce contexte pour être préservés séparément. Une double destruction. On les détruit une fois pour créer un livre et on les renlève une deuxième fois en détruisant le contexte dans lequel ils ont été mis ensuite. Très souvent, vous les retrouvez comme ça dans la nature, si je puis dire. Ici, donc, vous voyez le haut d'un livre. Vous voyez qu'il est constitué, ce rembourrage, de plusieurs éléments différents. Il s'agit d'un incunable, de la Cité de Dieu, qui a bel et bien servi. Il a une lettrine, etc., mais qui va être détruit après pour rembourrer le livre. Ça sert aussi dans la restauration. Voici des restaurations de type ancien du XVIIIe siècle. On a arraché donc ici un livre, une Bible, enfin du moins un testament, Nouveau Testament, donc du XVIe siècle, pour réparer d'autres livres.
Mais ce démembrement n'est pas juste une question de l'ancien, du réemploi de cette manière. C'est également quelque chose qui est beaucoup plus courant qu'on ne le pense, à une période beaucoup plus récente qu'on ne veut se l'admettre. La destruction des livres en tant qu'objet se passe au cours du 19e, 20e siècle, 21e siècle, notamment dans le cas des recueils que l'on trouve problématiques parce qu'on ne peut pas les classer, parce qu'il y a 5, 6, 7 objets différents dedans et qui ne sont pas en ordre logique, comme on dirait dans une vision bibliothéconomique. Et donc, on les arrache de leur écrin d'origine pour les reconstituer dans un autre ordre qui nous convient à nous. C'est quelque chose que l'on retrouve évidemment aussi à la BNF dans la série LB, qui est fait presque entièrement pour les petits éléments de ce type d'arrachage, mais également des choses que vous retrouvez donc faits continuellement. Ils étaient faits dans cette même maison à la BNF jusque dans les années au moins 1990. On a 2 ou 3 exemples. Et je ne sais pas si ça se fait encore, c'est à voir. Mais c'est une destruction des livres au fur et à mesure. Et cette idée que le livre n'est pas simplement son contenu, pas simplement ses feuilles, mais l'ensemble, est encore une chose qui n'a pas encore complètement percuté. Et cette destruction, du coup, dans les bibliothèques, a toujours lieu. Et j'en veux pour exemple le dernier achat donc, de la BNF. J'ai dit que ce serait un peu polémique vers la fin. Voici donc le livre donc, de Charles V, le Bréviaire de Charles V qui vient d'être acheté, dans lequel on a, sans vergogne, enlevé la reliure que l'on remplace par, et je cite, une reliure digne de ce nom. Sans problème, on détruit un livre pour essayer de constituer autre chose. Est-ce que c'est justifié ou pas? Je vous laisse dans votre conscience. Mais en tout cas, la destruction a toujours lieu. Merci.